On va parler, ça va être une introduction à comment on écrit pour un microcontrôleur, et on va finir par envoyer des données à la fin dans le cloud. Bienvenue, deuxième jour du DevFest Nantes, sur le thème du rock. Moi, j'ai personnellement un petit problème avec le rock, parce que je trouve que ça s'assimile pas trop à l'informatique, mais plus au marketing, vous voyez. Parce que, vous savez, déjà on dit rockstar développeur, c'est complètement du bullshit ces termes, donc du marketing, enfin, évidemment. Puis, on dit aussi, les rockers, c'est un peu comme les mecs du marketing, ils ont souvent les cheveux gras et ils prennent de la coke. Donc, par contre, il y a un secteur d'activité où il y a un type de musique qui est vraiment adapté à l'informatique, c'est évidemment le rap. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, c'est un peu les génies des temps modernes. C'est ceux qui utilisent du software en temps réel, en permanence, H24. Pourquoi? Parce qu'ils font des boucles sur Fruity Loops en permanence. Leurs voix, elles sont autotunées, donc ils utilisent du software pour leur voix. Donc si on devait assimiler des développeurs à un style de musique, c'est certainement pas ces putains de camés. J'ai une petite question pour vous avant de commencer. Qui prend de la non, c'est pas qui prend de la coke, c'est qui a déjà écrit du code pour un microcontrôleur? Donc levez votre main si vous avez déjà. Ok, il y a quasiment la moitié de la salle. Donc ça va être rigolo d'adapter le discours. Mais on va, il y aura du débutant, il y aura un peu pour tout le monde. Alors, microcontrôleur, c'est quoi? Un microcontrôleur, c'est un circuit intégré qui contient tous les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Donc, dans un circuit intégré, vous avez le CPU, la RAM, la ROM, des interfaces d'entrée-sortie. C'est ça un microcontrôleur. C'est un petit circuit intégré qui contient tous les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Une des plateformes de prototypage les plus connues, vous connaissez, c'est l'Arduino Nano. Donc, en fait, le microcontrôleur sur l'Arduino Nano, c'est la petite partie noire qui est là. Donc, c'est ce petit circuit intégré. Et en fait, c'est là-dedans où vous avez tout pour faire fonctionner le délire. L'Arduino Nano, en fait, c'est la plaque bleue en dessous de ce microcontrôleur. Donc, ce microcontrôleur, c'est un Atmega 328. C'est super faible, c'est genre 16 MHz de CPU. Donc, autant vous dire qu'on n'ira pas très loin avec. Il y a 2 kilobits de RAM, donc il n'y a quasiment rien. Et pourquoi ils mettent une plaque bleue derrière ce petit microcontrôleur? Tout simplement pour, vous voyez là, microcontrôleur, tout autour, vous avez des petites broches, mais elles sont super inaccessibles. En fait, elles sont reliées directement à ces broches-là qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont pour les interfaces d'entrée-sortie. Un autre avantage, c'est que vous pouvez avoir directement un port USB pour débugger ou pour alimenter le microcontrôleur. Donc c'est une plateforme de prototypage par-dessus l'Atmega 328 qui est le microcontrôleur utilisé dans l'Arduino Nano. Mais vous savez, ça, niveau puissance, c'est un peu éclaté au sol, ce microcontrôleur. Mais heureusement, vous avez des gars sûrs qui sont arrivés, c'est les Chinois, et ils ont sorti ça, qui est le SP8266. Donc vous voyez, en termes de grandeur, c'est un peu pareil. Donc encore une fois, le microcontrôleur là-dedans, c'est la partie noire, et la partie bleue, c'est une plaque de prototypage avec, encore une fois, les pins et puis l'USB. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'ils ont apporté les Chinois par rapport aux Italiens? Eh bien, déjà, on passe de 16 MHz à 80 MHz, donc autant vous dire que niveau puissance, c'est pas mal. Vous avez 64 kilobits de RAM, et là, vous pouvez voir ici qu'il y a une antenne. Donc, c'est super cool parce que le microcontrôleur, il a une stack Wi-Fi intégrée, et ça veut simplement dire que depuis ce microcontrôleur, vous pouvez très bien hoster un serveur, par exemple HTTP, ou envoyer des requêtes GET, POST, HTTP, ou du MQTT sur des endpoints qui sont soit local, soit dans le cloud. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et en fait, dans ce microcontrôleur, vous avez une stack Wi-Fi. C'est complètement ouf. Alors, si on veut voir le pricing, parce que bon, on a envie de l'acheter, ce microcontrôleur, on peut voir que ça coûte à peu près 1,97 € plus 70 centimes de livraison, donc 2,60 €, quelque chose comme ça. Moi, pour 2,60 €, en France, j'envoie même pas une lettre par la poste. Donc là, vous avez un ordinateur sur lequel vous pouvez développer avec, et puis il vous l'envoie gratos, et puis c'est complètement ouf. Mais ils ne sont pas arrêtés là, les Chinois, parce que c'est beaucoup trop easy. Donc ils ont sorti, ça c'est le SP8266, et ils ont sorti celui-là qui est le SP32. L'avantage de le SP32, donc encore une fois, cette partie-là, c'est le microcontrôleur. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a une antenne
qui sert à la fois pour le Wi-Fi, comme celui-là, mais aussi pour le Bluetooth. C'est-à-dire que si vous voulez faire un petit objet Bluetooth, eh ben, vous pouvez programmer du code avec un client ou un serveur Bluetooth sur ce microcontrôleur directement, ce qui est plutôt cool. On passe de 16 MHz pour l'Arduino à 80 MHz pour le SP8266 à 240 MHz pour le SP32. Autant vous dire que ça, c'est la puissance d'un ordinateur dans les années 90. Vous avez 520 kilobits de RAM. Et un autre avantage de celui-là, de l'ESP32, c'est qu'il y a une puce pour l'accélération cryptographique, pour faire du chiffrement. Vous avez une puce hardware pour accélérer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est celui-là qu'on va utiliser. Il coûte un peu plus cher que celui-là, évidemment, parce qu'il est bien plus puissant. On va regarder encore une fois les pricing. Ok, ça coûte 4,25 € avec expédition gratuite. Ça, c'est complètement ouf. Ça veut dire que si vous voulez vous amuser, vous payez 4,25 €, vous codez là-dessus et vous vous amusez. Et c'est pas un grand investissement. Enfin, je trouve ça complètement ouf, ce terme de pricing. Et c'est génial. C'est complètement incroyable. Vous vous demandez vraiment comment ils font pour faire ça. Pour développer dessus, vous pouvez utiliser le langage que vous voulez. Vous pouvez utiliser du C, du C++ avec le SDK officiel. Ça, c'est vraiment bien si vous voulez avoir un vrai contrôle de vos threads ou de votre mémoire. Mais c'est du C, c'est du C++, donc c'est un petit peu verbeux. C'est basé sur FreeRTOS derrière. Vous pouvez aussi utiliser du C Arduino. Le C Arduino, c'est un langage qui a été fait pour l'Arduino à la base, mais vous pouvez aussi l'adapter sur plein de microcontrôleurs. Le C Arduino, il faut voir ça un petit peu un mélange entre le C et le Java, c'est-à-dire que c'est un C qui sera un peu plus haut niveau. Vous pourrez faire des concaténations de chaînes de caractères beaucoup plus facilement, vous n'aurez pas à allouer de la mémoire un peu en permanence. Donc c'est un bon compromis si vous voulez commencer, parce que c'est un C qui est relativement simple. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser d'autres langages comme du Python, du JavaScript, du Lua ou même du Go. Et comme toute plateforme, donc vous avez votre langage pour coder, mais il vous faut un IDE. Alors là, vous avez deux choix principaux. Vous avez l'IDE Arduino, qui est fait à la base pour l'Arduino, mais qui est assez extensible et vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres microcontrôleurs. Ou vous pouvez utiliser l'extension Platform.io pour Visual Studio Code. Alors l'IDE Arduino, encore une fois, c'est bien pour démarrer parce que ça va vous permettre de démarrer en 2 secondes et puis de faire des trucs. Mais par exemple, si vous voulez débugger, ajouter des breakpoints, ça sera peut-être un peu galère, peut-être pas possible du tout. Et l'avantage de Platform.io, c'est que vous avez beaucoup plus de choses. Vous pouvez avoir un gestionnaire de dépendances, plein de trucs cool comme ça. Mais c'est un peu plus relou pour commencer. Du coup, on va commencer avec l'IDE Arduino pour faire les choses simplement. Et on va commencer avec un Hello World. Alors, quand vous lancez l'IDE Arduino, vous cliquez sur Fichier, Nouveau projet. Et puis, ça va vous générer ce fichier-là qui est vide avec deux méthodes. Donc ces deux méthodes-là, c'est le contrat Arduino à respecter. Pour bien comprendre ça, vous imaginez votre point d'entrée de l'application, donc généralement c'est la fonction main. Donc ce que fait l'Arduino, il appelle la méthode setup au début. La méthode setup, c'est là où vous allez enregistrer, où vous allez initialiser tous vos composants. Par exemple, si j'ai envie de débugger sur l'USB, je vais peut-être ouvrir l'interface série dans la méthode setup. Et ensuite, ce que fait l'Arduino, c'est que dans une boucle infinie, il va appeler votre méthode loop. Donc voilà, ça c'est le contrat à respecter, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à implémenter ces deux méthodes. Et en fait, setup, c'est la première fois quand vous initialisez vos composants. Et ensuite, l'Arduino va en permanence appeler la méthode loop. Donc nous, ce qu'on va faire dans le setup, c'est qu'on va initialiser l'interface série. Donc on va faire un serial.begin à 9600 baud, mais ça c'est un détail d'implémentation, c'est pas très important. Donc on va enlever notre fonction main, c'est juste pour l'exemple. Et puis dans le loop, on va écrire, on va faire un println pour afficher salut les rockers. Évidemment, on ne va pas écrire ça comme ça, sinon ça va afficher salut les rockers en permanence. Et c'est pas ce qu'on veut parce que ça va afficher peut-être 50 fois, 1000 fois par seconde. Donc on va ajouter un délai de 1 seconde. Ce qui va permettre, normalement, si on sauvegarde et on flash, d'afficher salut les rockers 1 fois par seconde. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors là, je vais prendre mon microcontrôleur, je vais le brancher en USB tout simplement à mon ordi. J'ai cliqué ici pour compiler le programme. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ce programme, ça va en faire un gros binaire, une image, qui va ensuite flasher sur le microcontrôleur. Donc là, il a fini de compiler. Je vais cliquer ici pour uploader le code sur le microcontrôleur. Donc il y a un moyen qui recompile, voilà, il va recompiler, j'ai juste compilé pour voir si ça fonctionnait. Et là, il fait une image et il va la flasher sur ce microcontrôleur. Donc vous pouvez voir ici que c'est en train de flasher. On peut évidemment accélérer la vitesse de flash, mais
Pour des besoins de sûreté, pour les démos, j'ai préféré avoir une vitesse un peu plus lente qui est un peu plus stable. Donc là, ça a flashé. Et si je clique sur l'interface série, je devrais pouvoir voir salut les rockers toutes les secondes. Donc vous voyez à quel point c'est simple de faire un Hello World sur un Arduino. C'est aussi simple que de juste initialiser. Ah, j'ai débranché le microcontrôleur, ne vous inquiétez pas. C'est aussi simple que d'initialiser l'interface série. Et puis ensuite, d'afficher un println et puis un delay de 1 seconde. Évidemment, nous, afficher des Hello World, c'est sympa, mais on va aller un peu plus loin que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un capteur, par exemple, de température ou d'humidité à ce microcontrôleur. Donc là, j'ai pris un capteur qui s'appelle le BME 280. Encore une fois, si vous cherchez sur Internet, les prix sont vraiment très faibles. Et puis, donc c'est genre peut-être 1 euro, 2 euros, enfin voilà, vous pouvez avoir pour moins cher. Et ce capteur, il a plein de broches pour permettre de le connecter à des microcontrôleurs. C'est un capteur de température qui utilise plusieurs interfaces de connexion. Nous, on va en utiliser une qui s'appelle l'I2C. Donc en fait, là, vous allez voir que la première ligne, elle s'appelle VCC, c'est pour l'entrée du courant électrique. La deuxième, c'est le GRAND, c'est pour la sortie du courant électrique. SCL, c'est pour la clock, et SDA, c'est pour la data. La clock, ça permet de réguler les échanges, et la data, ça permet d'envoyer des datas. Donc ces 4 lignes-là, ça peut faire peur au début si on ne connaît pas. C'est juste un standard de communication dans l'industrie qui s'appelle l'I2C, qui est basé sur 4 fils, et qui permet de connecter plein de composants sur des microcontrôleurs ou sur d'autres projets électroniques de manière simple. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Freezing. Freezing, c'est un outil qui vous permet de faire des super beaux schémas. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est à base de drag and drop. Donc, vous mettez votre plaque de prototypage, vous cliquez glisser. Ensuite, vous cliquez glisser votre microcontrôleur et vous cliquez glisser votre capteur. Et là, vous vous dites, mais comment je connecte mon capteur à mon microcontrôleur? Donc, généralement, ce que vous faites, vous écrivez le nom de votre capteur, le nom de votre microcontrôleur. Vous allez sur Google et sur Google Images et vous allez voir des schémas. Et puis vous n'allez pas vous faire chier, donc vous allez respecter juste ce schéma-là, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme des Lego, vous branchez et puis ça fonctionne direct. Si vous avez un cerveau et que vous voulez faire les choses de manière un peu plus intelligente, vous pouvez télécharger un peu comme la feuille de spécification du microcontrôleur qui vous dit « Ok, cette broche-là, elle s'appelle GPIO36, celle-là GPIO12. Si vous voulez du courant électrique, c'est les deux broches qui sont ici. » Et si vous voulez utiliser de l'I2C, ce qui est le cas pour notre capteur, eh ben, la clock, elle sera connectée sur le port 22 et la data sur la broche 21. Donc en fait, il n'y a pas à réfléchir très longtemps. Vous avez votre schéma, c'est un contrat à respecter, vous branchez au bon endroit et puis c'est tout. Donc là, je vous ai montré sur Freezing un exemple de câblage du capteur au microcontrôleur. Pour pas qu'on perde de temps, j'ai fait exactement la même chose de mon côté, c'est-à-dire que j'ai pris ma plaque de prototypage, j'ai mis mon capteur et j'ai branché tout. Vous pouvez voir sur Freezing que par exemple, celui-là, c'est l'entrée du courant électrique et avec le fil rouge, on voit qu'on a bien connecté au 3V3. Celui-là, c'est la terre, on l'a bien connecté à GND. Et comme sur le schéma, la clock c'était sur 22 de mémoire, donc elle est bien connectée sur le 22. Et puis la data c'était sur le 21. Donc il n'y a pas de magie là-dedans, j'ai juste respecté le schéma, j'ai connecté mes choses. Et on va essayer d'afficher la température. Pour ça, on va prendre l'IDE Arduino. Et on va aller dans Outils. Dans Outils, vous avez un truc qui s'appelle Gérer les dépendances. Et là, ce que vous faites, généralement, vous écrivez le nom de votre capteur. Donc moi, j'ai un capteur qui s'appelle BME 280. Donc je vais écrire BME 280 ici. Et puis, ça va je vais avoir des librairies pour pouvoir utiliser mon capteur. Je vais télécharger la première. Et puis, on va l'utiliser. Et là, c'est comme toutes les API, vous vous dites, mais comment j'utilise cette merde? Et là, l'un des avantages de l'IDE Arduino, c'est que si vous avez dans Fichier exemple, à chaque fois que vous téléchargez une librairie, vous avez un fichier d'exemple qui va vous montrer comment utiliser le capteur. Donc là, je vais dans la librairie que j'ai téléchargée et j'ai un exemple d'utilisation. Je vous ai dit tout à l'heure que le capteur il est un petit peu compliqué parce qu'il utilise plusieurs interfaces de communication. Donc le sample sera un petit peu long. Nous, on va juste prendre le nécessaire. Donc pour faire fonctionner notre capteur à notre microcontrôleur, comment on fait? La première chose à faire, c'est d'importer une librairie. Comme tout, si vous voulez utiliser la librairie, c'est bien d'avoir un include. Ensuite, vous faites une instance de votre composant. Donc ça, c'est un objet de type BME 280 qu'on va appeler BME. Dans le setup, rappelez-vous, le setup, c'est la méthode qui est initialisée au lancement du microcontrôleur.
eh ben, on va initialiser notre capteur. Donc là, c'est un peu verbeux. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle juste bme.begin pour initialiser. Et en fait, là, le sample, ce qu'il fait, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, il vous met du log. Nous, on va faire les choses... non, on va écrire des choses cool. Ça ne marche pas. Et puis, voilà. Donc, en gros, on appelle bme.begin. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on met ça ne fonctionne pas. Et puis, voilà. Et dans le loop, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la température. Alors, pour afficher la température, et c'est aussi simple que... Enfin, pour avoir la température, c'est aussi simple que d'écrire bme.read température. Donc là, on va afficher la température, et on va juste afficher le taux d'humidité et une litre vide, parce que c'est plus sympa d'avoir plusieurs exemples. Et puis, encore une fois, toutes les secondes. Donc là, vous pouvez voir, encore une fois, on va essayer de sauvegarder, de compiler. Alors, on répète qu'est-ce qu'il faut faire sur un microcontrôleur pour avoir la température. Déjà, il faut l'include, il faut une instance. On appelle bme.begin pour initialiser notre capteur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une connexion I2C à l'adresse machin du périphérique, et puis il va vérifier si ça fonctionne. Et puis, dans le loop, on a juste à écrire bme.read température ou bme.read humidity. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher le sample. Donc encore une fois, je connecte cette fois le bon microcontrôleur et je clique sur Uploader. Et ce que ça va faire, encore une fois, c'est que ça va prendre le binaire, ça va prendre le code, ça va en faire une grosse image que ça va flasher sur le microcontrôleur. Alors vous pouvez peut-être voir que là, le flash va être un tout petit peu plus long parce qu'on a ajouté une librairie, donc on a rajouté des symboles, du code, et puis ça met un tout petit peu plus de temps, mais c'est encore relativement acceptable. Voilà, ça a flashé, et si je clique sur le serial monitor, je peux voir que toutes les secondes, j'ai ma température. Et vous pouvez voir à quel point, en fait, si vous voulez avoir la température actuelle, c'est assez simple. Et évidemment, c'est pas du bullshit, si je souffle dessus, c'est dégoûtant, faites pas ça chez vous. Ça augmente, vous voyez. Voilà, putain, fatigué. Alors, je n'ai pas l'habitude. Merci pour la seule personne qui applaudit, j'apprécie. Vous êtes ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà. Sérieux. C'est quand même cool, non? Merci, parce que c'est bientôt fini, et si j'avais pas un applaudissement, j'aurais été très triste. Bon, ok, afficher la température en local, ça sert un peu à rien, en fait. Vous avez applaudi pour rien, mais vraiment, n'importe quoi, vous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on envoie la température sur Internet, parce que, rappelez-vous, ce microcontrôleur, il est stylé, pourquoi? Parce qu'il a une antenne Wi-Fi intégrée. Et là, je ne vous ai pas montré, en fait, le microcontrôleur. Le microcontrôleur, en fait, c'est vraiment ça, le SP32. Donc, vous voyez, c'est vraiment le truc qui est là. Et vous voyez bien la plaque de prototypage. Et derrière le microcontrôleur, vous pouvez voir toutes les interfaces d'entrée-sortie. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez très bien faire votre propre plaque de prototypage derrière. Vous branchez ça, vous en achetez une flopée pour moins cher que les 4 € qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, vous pouvez faire vos objets connectés. Vous voyez à quel point c'est minuscule, c'est complètement hallucinant. Et du coup, ce qu'on va faire, et là-dedans, vous avez un CPU, de la RAM, et puis une stack Wi-Fi, c'est un truc de ouf. C'est qu'on va envoyer nos données sur Internet. Et donc, comment vous faites pour envoyer vos données sur Internet? Vous pouvez faire de plein de façons différentes. Si vous êtes un parano, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est d'avoir un Raspberry Pi dans votre maison. Vous hostez sur votre Raspberry Pi, par exemple, des services pour stocker et afficher la température. Bien sûr, vous les dockeriser parce que c'est beaucoup plus stylé. Et puis, en fait, votre microcontrôleur, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire en sorte qu'il envoie sur votre réseau local sur le Raspberry Pi. Vous pouvez aussi aller chez OVH ou hoster un serveur PHP tout dégueulasse. Et puis, vous pouvez tout simplement hoster un serveur sur Internet. Et puis, vous pouvez faire en sorte que votre microcontrôleur il envoie des requêtes HTTP sur votre serveur, tout simplement. Et vous pouvez avoir une solution qui scale et qui est plus sécurisée, qui est d'utiliser un service de cloud en ligne. Donc, vous en avez plusieurs, vous avez AWS, Azure, mais évidemment, le meilleur, c'est Google Cloud Platform. Et ça, je dis ça de manière entièrement subjective. Google Cloud Platform, c'est vos data dans le cloud de Google. Et ce que vous faites généralement, si vous voulez envoyer des données dans Google Cloud Platform, c'est que, par exemple, si vous avez un téléphone et vous voulez le connecter à Google Cloud Platform, vous pouvez très bien installer un client Firebase sur votre téléphone et puis communiquer entre
votre téléphone, votre smartphone, et puis les serveurs de Google. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser un service de Google qui s'appelle PubSub, qui est de Publish Subscribe, donc vous publiez des événements et vous les recevez. Et dans ce cas-là, vous avez besoin sur votre téléphone d'avoir un client PubSub, donc vous avez besoin d'avoir un SDK Google Cloud propriétaire, sûrement privateur de liberté, pour envoyer des datas dans le cloud de Google. Donc ça, c'est la façon de faire banale, mais il y a un service de Google qui s'appelle Cloud IoT Core que je trouve personnellement complètement stylé. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que d'utiliser des librairies propriétaires, il n'utilise que des standards de l'Internet pour envoyer vos données dans le cloud de Google. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, donc Cloud IoT Core, c'est un service qui permet de connecter plein d'appareils en toute sécurité dans le cloud. Donc par exemple, des tracteurs, c'est quoi cet exemple? Et des éoliennes. Donc si vous voulez connecter votre propre tracteur connecté dans le cloud de Google, vous utilisez Cloud IoT Core. Ou si, en fait, vous pouvez connecter ce que vous voulez. Vous pouvez connecter un ordinateur, un microcontrôleur, ce que vous voulez. Comment ça fonctionne? Cloud IoT Core, en fait, il vous fournit une interface, une gateway HTTP ou MQTT, selon le protocole que vous voulez utiliser. Donc HTTP, vous connaissez les requêtes POST, GET, etc. MQTT, c'est un peu plus léger, vous n'avez pas vos headers super gros de HTTP. Vous pouvez envoyer des petits événements, mais c'est presque le même principe. Ça permet d'envoyer de la donnée et d'en recevoir depuis n'importe quel périphérique vers n'importe quel serveur MQTT. En fait, ça utilise des interfaces standards de l'Internet, des protocoles standards HTTP, MQTT pour envoyer des données. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter déjà notre ordinateur dans un premier temps au cloud de Google pour vérifier si ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Cloud IoT Core, c'était marqué que c'était sécurisé, donc il faut aller dans la console Google Cloud, console.google.com, console.cloud.google.com. Vous sélectionnez votre projet. J'ai un projet qui s'appelle IoT Core-project, et vous allez dans IoT Core. Et donc, dans IoT Core, vous allez sélectionner ce qui s'appelle un registry. Un registry, c'est un ensemble d'appareils, tout simplement. Donc, moi, j'aurai mon ensemble d'appareils de capteurs de température. Si je veux en faire 10 000, les 10 000 appareils seront dans ce registry qui contient tous les appareils qui sont des capteurs de température. Vous allez dans Devices pour créer un appareil. Et en fait, vous allez enregistrer un appareil. Donc moi, j'ai envie d'enregistrer mon microcontrôleur au cloud de Google. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui donne un nom, donc je vais l'appeler ESP32. Et puis, j'ai besoin de la clé publique. Et ça, c'est bien parce que en fait, ça utilise des clés asymétriques public-privé, alors soit du RSA, soit des courbes elliptiques. On va utiliser les courbes elliptiques parce que c'est un peu plus optimisé, un peu plus léger. Et du coup, on va utiliser OpenSSL pour générer des clés publiques-privées. Donc, c'est pas très intéressant à voir, mais c'est juste que ça fait OpenSSL, tu me génères une clé privée, et puis à partir de cette clé privée, eh ben, tu vas me générer une clé publique. Donc, on va lancer ce script-là, qui va me générer ma clé publique et ma clé privée. Le microcontrôleur sera le seul qui a accès à sa clé privée, donc il pourra chiffrer des datas avec cette clé privée. Et puis le cloud de Google, puisqu'il a la clé publique du microcontrôleur, il va pouvoir savoir si le microcontrôleur est bien celui qu'il prétend être. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre clé publique et qu'on va la filer à Google Cloud Platform. Donc là, j'ai spécifié que c'était des elliptic curves. J'ai créé mon device sur Google Cloud Platform. Je clique sur Créer. Et puis, ça va créer mon appareil. Donc voilà, j'ai un ESP32 qui est autorisé à communiquer avec Google Cloud Platform. Évidemment, là, je vais utiliser mon ordinateur, qui n'est pas un ESP32, mais c'était juste un nom. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un token. Parce que vous savez, ça envoie les datas de manière sécurisée. Et encore une fois, ça utilise un standard. Ça utilise des JSON Web Tokens pour ça. Donc ce que ça va faire grossièrement, là j'ai un petit script Python, mais vous pouvez faire l'interface que vous voulez. Vous avez votre JSON Web Token qui est en fait un token JSON qui contient des datas comme quand est-ce qu'il a été créé, par exemple maintenant, quand est-ce que mon token va expirer actuellement dans 1 heure. Et puis là vous spécifiez l'audience qui est en fait votre projet Google Cloud Platform. Ce token JSON, ce que vous en faites dans un JSON Web Token, c'est que vous le chiffrez avec votre clé privée, et puis ça génère un JSON Web Token. C'est un peu raccourci, mais c'est l'idée derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce script-là pour générer un JSON Web Token. Ok, j'ai mon JSON Web Token, et on va utiliser l'interface HTTP de Google IoT Core pour pouvoir envoyer des datas au cloud de Google. Donc la première chose à faire, c'est de spécifier notre JSON Web Token qu'on a généré à l'instant. On écrit salut Nantes.
On met juste les informations de son projet. Et en fait, pour envoyer des données dans Google Cloud Platform, c'est aussi simple que de faire une requête POST. Donc j'utilise curl, qui est un client HTTP sur mon ordinateur, mais je peux utiliser n'importe quel client. Et en fait, vous avez juste à faire une requête POST où vous spécifiez votre JSON Web Token dans les headers. Et vous prenez votre message, vous le signez en base 64. Et puis, vous l'envoyez dans les datas de la requête. Donc vous voyez que le message il est dans les datas de la requête dans ce JSON-là, et vous l'envoyez à cette URL. Et cette URL, en fait, c'est cloud.iotdevices.googleapis.com, c'est pas très intéressant, mais l'URL, elle contient votre project ID Google Cloud Platform, votre région, votre registre qui est votre ensemble d'appareils, et le nom du device. Donc en fait, votre appareil, il va juste envoyer une requête HTTP de type POST sur une gateway HTTP hostée dans Google Cloud Platform. Et ça va permettre d'envoyer des datas dans Google Cloud Platform. Donc là, j'essaye de lancer cette requête HTTP. En retour, j'ai un JSON vide, c'est plutôt bon signe. Et là, je vais utiliser Google Cloud PubSub pour récupérer les messages. En fait, quand vous envoyez des datas avec votre client HTTP vers Google Cloud Platform de cette façon-là avec Cloud IoT Core, ça va rediriger les datas automatiquement dans un PubSub. En fait, vous avez juste, par exemple, à écrire Google Cloud, je veux récupérer tous les messages qui sont dans la souscription que j'ai créée. Et en fait, si vous query, donc si vous récupérez les messages de Google Cloud PubSub, vous allez être en mesure de pouvoir récupérer les messages que vous avez envoyés. Et là, vous pouvez voir que ça a bien envoyé Hello Nantes. Donc avec ma requête HTTP, j'ai bien fait une requête pour envoyer des datas, et avec Cloud PubSub, je peux tout simplement les récupérer. Et vous voyez à quel point c'est simple d'envoyer des datas dans Google Cloud Platform. C'est aussi simple que de faire une requête HTTP de type POST avec un JSON Web Token sur une URL. Et juste ça va vous permettre d'envoyer des datas dans Google Cloud Platform. Alors vous pouvez aussi utiliser l'interface MQTT, on ne va pas la lancer là mais parce que c'est complètement la même chose, mais vous avez votre JSON Web Token, votre message, et là vous utilisez cette fois un client MQTT, donc j'utilise Mosquito pour mon ordinateur. Et puis, vous envoyez un message sur ce host, sur ce port, vous précisez votre JSON Web Token, et ça va envoyer votre message sur Google Cloud Platform. Donc, en fait, Google Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'envoyer des datas dans Google Cloud Platform en utilisant des standards de l'Internet. Puisque ça utilise des standards de l'Internet, vous pouvez très bien envoyer des datas depuis votre ordinateur, mais vous pouvez aussi envoyer depuis n'importe quel appareil qui supporte, par exemple, du TCP, par exemple, comme ce microcontrôleur qui a une stack Wi-Fi intégrée. Donc, ce microcontrôleur peut très bien envoyer des datas sur le cloud de Google. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire, puisque là, on a vu sur un ordinateur que ça fonctionnait. On va essayer de faire la même chose sur Arduino. Alors, comment vous faites? Sur Arduino, vous allez dans les outils, vous aurez les dépendances. Et tout à l'heure, on avait écrit BME280, qui était le nom de notre capteur, pour pouvoir avoir une librairie qui nous permettait de communiquer avec notre capteur. Cette fois, vous allez écrire Cloud IoT Core. Et vous allez voir que vous avez une librairie qui s'appelle Cloud IoT Core JSON Web Token. Cette librairie, elle est vraiment géniale, donc j'ai installé, parce qu'elle vous permet d'envoyer des datas sur Cloud IoT Core de manière vraiment très simple. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais, dans un premier temps, lancer le projet avec la librairie intégrée. Je vais la compiler parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et une fois que c'est compilé, on va voir l'implémentation ensemble pour voir comment on fait. OK. Donc, je vais dans mon projet qui a déjà été créé. OK. Là, alors, la seule chose à faire, c'est évidemment de mettre votre clé Wi-Fi, votre SSID et tout, mais votre microcontrôleur, il doit aussi avoir accès à votre clé privée, évidemment, puisqu'il va chiffrer les données avec le JSON Web Token. Donc, on va juste spécifier la clé privée. Alors, pour spécifier la clé privée, on va encore une fois utiliser OpenSSL pour récupérer notre clé. On va la filer ici dans notre projet. On sauvegarde, on vérifie. Et pendant que ça compile, on va voir ce que ça fait. Alors, encore une fois, vous cliquez sur Fichier, Exemple, et là, vous allez avoir un exemple d'utilisation de comment on met Cloud IoT Core sur un microcontrôleur. Alors là, je vais prendre l'exemple pour le ESP32, qui est le microcontrôleur que j'utilise, mais ça fonctionne aussi avec le ESP8266 que vous avez vu, ou d'autres microcontrôleurs. Vous avez un exemple universel qui est un peu plus verbeux. On va utiliser l'exemple pour le ESP32. Alors, comment ça fonctionne ? La première chose à faire, comme pour le capteur, c'est d'avoir un include. Donc, normal, vous incluez votre librairie. Dans le setup, alors là, à gauche, c'est l'implémentation finale. Donc, c'est notre implémentation du code qu'on va essayer.
Et à droite, c'est le projet d'exemple. Alors rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais utilisé les imports pour mon capteur de température. Donc là, je rajoute mon capteur pour Cloud IoT Core. Ok, donc ça compile, on va pouvoir essayer de lancer ça, d'uploader. Dans le setup, rappelez-vous, tout à l'heure, on a écrit vme.begin pour initialiser notre capteur de température. Et bien là, on fait un appel à la méthode setup Cloud IoT. Cette méthode-là, on va voir l'implémentation. On peut voir l'implémentation maintenant si vous voulez. Tout ce que ça fait, c'est que ça setup une connexion donc Wi-Fi. Déjà, ça se connecte à votre SSID. Et ensuite, ça setup un client MQTT pour pouvoir envoyer des datas et en recevoir depuis Google Cloud Platform. Alors, donc, encore une fois, dans le setup, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'initialiser Cloud IoT Core. Et ensuite, dans le loop, donc ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir un petit peu de boilerplate qui va permettre de maintenir une connexion avec MQTT. Donc à chaque fois que le microcontrôleur va rappeler la méthode loop, on vérifie que la connexion avec le client MQTT existe déjà. Et puis si on n'est pas connecté en MQTT, on se connecte. Donc ça, c'est juste du boilerplate, c'est pas très intéressant. Il faut juste savoir qu'il faut mettre ce code-là pour avoir une connexion persistante avec MQTT. Et donc rappelez-vous tout à l'heure, on avait appelé vme.read température et read humidity pour avoir les informations sur notre température, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai juste mis dans un JSON. Comme ça va me permettre de les parser plus facilement par la suite. Donc j'ai juste fait un JSON avec température, mais j'aurais pu écrire ce que je voulais. Humidity. Et puis, en fait, si on veut envoyer des datas dans Google Cloud Platform, c'est aussi simple que d'appeler la méthode publish-télémétrie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle simplement la méthode publish-télémétrie du client MQTT. Donc si on veut envoyer des messages dans le Cloud IoT Core, dans le Google Cloud Platform depuis un microcontrôleur, c'est aussi simple que de faire un include, d'initialiser le Wi-Fi, et puis d'envoyer cette ligne-là, publish télémétrie, qui va simplement permettre d'envoyer des messages dans Google Cloud Platform. Et là, vous voyez que je les ai aussi affichés en serial. Donc si jamais je clique sur le moniteur série, on peut voir déjà que la température et l'humidité sont affichées toutes les 5 secondes. Pourquoi toutes les 5 secondes? Parce que j'ai juste mis un délai de 5000 millisecondes pour éviter de spammer Google Cloud Platform. Mais vous voyez que ça affiche des températures. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si ça les envoie concrètement dans Google Cloud Platform. Alors j'ai fait une petite Cloud Function qui récupère les informations depuis Google Cloud et puis qui va les persister dans un Firebase Cloud Firestore. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous montrer plus tard l'implémentation de la Cloud Function, mais c'est grossièrement, à chaque fois que tu as des messages dans PubSub, tu les prends, tu les parses, puisque c'est un JSON, donc c'est facile à parser, et puis tu les persistes dans Cloud Firestore. Donc là, je vais aller dans Firebase Cloud Firestore, et puis je peux voir que toutes les 5 secondes, j'ai un événement qui apparaît, qui est envoyé depuis mon microcontrôleur. Donc si je clique sur un événement, je peux voir que j'ai bien mon humidité, ma température et le timestamp. Et normalement, toutes les 5 secondes, il y a un nouvel événement qui va se rajouter à cette pile-là. Okay, ça veut dire que j'ai bien envoyé mes informations de température sur Google Cloud Platform. Et à partir du moment où vos informations sont dans le cloud, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc là, j'ai juste fait une Cloud Function. Ce qu'elle fait, c'est une petite fonction dans le cloud qui prend les messages depuis PubSub et puis qui les persiste dans un Firestore. Mais je pourrais très bien, par exemple, depuis Firebase Hosting. Firebase Hosting, c'est un service qui vous permet d'hoster des sites statiques avec CDN très facilement. Donc je peux très bien créer un site statique qui va prendre les datas depuis Firestore avec un plotly pour pouvoir les afficher et pour vérifier encore une fois que ça fonctionne. Non, 5 secondes, yes, ça fonctionne. Là, on peut applaudir parce que là, c'est vraiment cool. Donc ça fonctionne. On a nos datas depuis Google Cloud Platform. C'est complètement incroyable. Et on peut voir en temporisant que la température va descendre. Actuellement, il faisait combien en fait? Il faisait 27 degrés. Ok, c'est quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je réfléchis. Vous savez, moi, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, en général, c'est me la péter. Et
Et quand je vais sur Instagram, parce que je vais beaucoup sur Instagram, je vois souvent des gens, des jolies filles, des jolis garçons, des jolies personnes non binaires, qui mettent des selfies d'eux, par exemple à la plage, et qui font regardez, je suis à la plage ou je suis à Dubaï parce que j'ai de l'argent, et il fait 42 degrés. Alors ça c'est cool parce que sur Insta vous pouvez prendre un selfie et vous mettez un filtre qui affiche la température. C'est complètement incroyable. Et je me dis, puisque nos données sont dans Google Cloud Platform, pourquoi ne pas se la péter comme eux? On ne va pas se la péter sur Instagram parce que c'est un petit peu trop mainstream. Du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre des lunettes de soleil et afficher la température en temps réel. Je veux dire, ça c'est la température qui vient du microcontrôleur. Et si je souffle encore une fois, ça devrait augmenter. Ouais, cool. Ouais, stylé. Et là, vous pouvez vous la péter. Alors, Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui permet, à partir d'une simple requête HTTP ou MQTT, d'envoyer des datas dans le cloud de Google. Alors, vous pouvez très bien en envoyer depuis votre ordinateur, mais aussi depuis un microcontrôleur. Et puisque, en fait, c'est des standards de l'Internet, vous pouvez très bien prendre des lunettes et les connecter au cloud de Google. Je veux dire, tout est possible. Et puisque tout est possible, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas connecter son propre corps humain au cloud de Google? Parce que finalement, ok, on est des humains, qu'est-ce que c'est? C'est juste qu'on est des appareils comme les autres, sauf que certains d'entre vous ici ont une humanité. Donc c'est ça qui doit nous définir aussi. C'est à base d'organique et de trucs bizarres et dégoûtants, mais grossièrement c'est ça. Donc puisqu'on peut connecter des appareils au cloud de Google, pourquoi on ne pourrait pas connecter des humains? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai connecté mon propre corps au cloud de Google, parce que je pouvais le faire tout simplement. Donc j'ai juste hosté un petit service Kubernetes, enfin, deux petits services Kubernetes. Le premier qui est un InfluxDB, donc une time series database, une base de données qui stocke des données dans le temps. Et puis, j'ai hosté un service Grafana, qui est l'outil préféré de vos sysadmins, qui vous permet d'afficher des graphiques. Donc, je les ai mis dans un Kubernetes, dans Google Cloud Platform. Et ce que j'ai fait, c'est que, imaginons que je me suis mis j'aurais vraiment été bête de faire ça, mais imaginons que je me suis implanté un capteur dans mon corps et que j'envoie des données dans le cloud juste pour vous faire plaisir. Eh ben, je pourrais savoir, par exemple, quel est mon rythme cardiaque actuel. Et c'est complètement stylé parce que ça a l'air de fonctionner. Et si on le regarde en plein écran, donc on va mettre la dernière heure, je ne l'ai pas lancé puisque... Donc vous voyez, ça a commencé à 10h10 la présentation, c'est ça? Donc vous voyez que en fait là j'étais à 129 battements de cœur par minute. Alors ça c'est beaucoup trop grand. Vous avez un problème si vous êtes comme ça. Normalement c'est entre 70 et 80 battements de cœur par minute, un être humain au repos. Mais vous voyez déjà que j'étais mal parce que j'étais à 136. Là il y a 10h10 la présentation commence. Je me dis putain vous êtes un peu nombreux dans la salle, sans compter en salle de rediff. Et là je me dis putain va falloir que je commence. Est-ce que ça va fonctionner? Et là, je monte à 173 battements de cœur par minute, tellement je suis complètement stressé de parler devant vous. Alors là, je suis très triste parce que vous applaudissez pas à ma première démo. Donc vous pouvez voir vraiment que vos données ont fonctionné. Là, je suis très triste que vous applaudissez pas, mais immédiatement après, vous applaudissez du coup. Ça, c'est le petit pic immédiatement après qui se dit « Ok, putain, en fait, je suis content, je suis passé de la tristesse à la joie assez rapidement. » Et là, les démos ont fonctionné en permanence, mais genre, si mon microcontrôleur avait cramé, vous pouvez être certain que ça aurait dépassé les 200. Là, j'étais un peu trop confiant, hein, là, franchement. Là, en fait, c'est typiquement quand toutes mes démos ont fini et je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre, c'est bon, le talk est passé, il reste 5 minutes, enfin 12 minutes, mais peu importe. Donc là, c'est vraiment sympa parce que vous pouvez vraiment avoir vos données en temps réel et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus là-dedans? Tout s'est bien passé. Alors évidemment, je ne me suis pas implanté quelque chose dans le corps juste pour vous faire plaisir. J'ai utilisé un petit appareil Bluetooth qui récupère mon rythme cardiaque. Et ce que ça fait, c'est que ça les envoie dans Cloud IoT Core. Alors comment le Bluetooth envoie dans Cloud IoT Core? J'ai fait un petit proxy. Donc j'ai utilisé les Web Bluetooth API qui sont des standards pour connecter à un navigateur ou du web au Bluetooth. Donc là, je récupérais mes infos de rythme cardiaque et je m'étais juste hosté un petit serveur Node.js qui récupérait ces datas depuis le web et puis qui les publiait sur Cloud IoT Core de la même manière. Donc là, j'avais connecté en fait pas directement mon corps, mais tout simplement un ordinateur qui était en fait un proxy Bluetooth vers un appareil. Mais j'aurais très bien pu m'implanter ça sous la peau parce que finalement c'est ridicule, c'est tout petit, et puis envoyer les datas directement. Enfin, tout est possible.
Et c'est cool, hein, non? Enfin, je trouve ça incroyable. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que si on retourne un peu dans le passé, on peut voir que ça, donc à la base, qui permettait de me la péter en live en envoyant des données, ça fonctionne encore cette merde? Ouais, cool. Alors ça, c'est dégueulasse en vrai. Vous voyez, c'est super chum, c'est pas ouf. Pour vous la péter, des câbles partout, c'est pas génial. Mais l'avantage avec l'outil que je vous avais montré tout à l'heure, Freezing, qui permettait de drag and dropper des composants, c'est que vous avez un outil schématique. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais c'est beaucoup trop stylé pour vous dire que vous la pétez en électronique. Mais vous avez surtout un onglet qui s'appelle PCB, qui, à partir des composants que vous avez drag and droppé, va vous générer une clé PCB, un schéma PCB immédiatement. Donc là, c'est bien parce que si je veux créer un PCB, il faut que je mesure l'interface entre les pins, que je fasse... Donc en vrai, si je voulais faire un PCB, comment je ferais? Donc déjà, il faut que je me fasse mon schéma, que je galère pendant des jours. Ensuite, je me l'imprime sur une plaque laser. Je prends une plaque de cuivre, j'applique le tout, j'utilise plein de produits chimiques, je tombe malade et ensuite j'ai ma PCB. Mais là, l'avantage avec Freezing, c'est que vous pouvez cliquer sur PCB. Vous avez un bouton ici qui s'appelle exporter le PCB. Alors qu'est-ce que ça fait exporter le PCB? Ça va simplement vous générer un fichier zip que vous allez pouvoir uploader sur des sites comme par exemple PCBWay ou d'autres qui vous permettent d'imprimer vos PCB en ligne. Et donc, c'est d'autres personnes qui tombent malades à votre place parce que vous n'avez pas directement à manipuler les produits chimiques. Apparemment, c'est des machines, donc c'est plutôt cool. Et en fait, c'est complètement ce que j'ai fait. Donc, j'avais pris ma PCB avec Freezing, ça m'a pris 2 secondes. J'ai cliqué sur exporter, et puis je suis allé sur le site, et ça m'a généré une PCB qui est quand même beaucoup plus stylée. Et ce que je fais sur ma PCB ensuite, c'est simple, je mets mon microcontrôleur dessus, je mets mon capteur, et puis vous allez voir que c'est... on passe de cette merde, enfin de ce truc de prototypage à ce truc qui est vraiment stylé. Et là, vous vous dites, OK, est-ce que c'est cher d'imprimer un PCB parce que bon, j'ai pas envie de dépenser toute ma fortune dans une plaque dégueulasse. Et en fait, ce service-là, déjà, il m'a permis d'imprimer ma PCB pour $1. Genre $, l'impression de la PCB. Donc évidemment, vous avez un minimum de commandes. Du coup, j'en ai imprimé 5. Donc 5 pièces, $5. Ça m'a coûté beaucoup plus cher parce que j'ai utilisé une livraison super vite parce que j'avais un talk qui arrivait et j'avais pas de PCB et du coup, il fallait que je me dépêche. Donc j'ai utilisé DHL qui m'a complètement ruiné. Mais si vous utilisez des méthodes un peu plus longues d'envoi, eh ben, ça va vous coûter vraiment pas cher du tout. Peut-être pour aller 8 €, vous allez avoir vos 5 PCB. Et c'est complètement ouf, parce qu'en fait, on passe de ça à ça. Et ça, c'est super stylé, parce que ça, vous pouvez le mettre chez vous, vous le branchez en USB comme ça, et c'est cool. Mais c'est pas suffisant, parce que on va pas laisser une PCB toute seule chez nous, parce que bon, c'est pas ouf. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boîte pour notre capteur de température. Donc pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Fusion 360. Alors, je vais quitter tout ce qui prend de la ressource sur mon ordi pour éviter que ça rame trop. Alors, Fusion 360, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de créer vos objets en 3D de manière simple. Vous pouvez, si vous faites pas de la thune avec, c'est-à-dire si vous le faites juste pour vos besoins à vous, vous pouvez demander une licence personnelle qui va être gratuite pendant 1 an et qui est renouvelable. Donc c'est globalement ce que j'ai fait, et je peux utiliser cet outil de manière gratuite. Et là, donc vous voyez ici, c'est marqué que c'est une copie personnelle, pas pour un usage commercial, je ne connais pas les pricing du commercial, mais on va juste faire un truc pour nous aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous lancez Fusion 360, vous voyez ici un carré qui est la représentation 3D de notre plan. Et là, vous avez un schéma, donc une plaque, j'imagine, pour débuter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur le dessus de notre boîte et on va créer un dessin. Donc, on va cliquer sur Créer un sketch. Quand on crée un sketch, donc on va le créer ici, notre sketch. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un petit rectangle. Donc on va choisir, je veux dessiner un rectangle, et je veux qu'il commence à partir d'un point centré. Donc on va créer un rectangle de, je sais pas, ça me paraît pas mal, alors 60 mm, donc 6 cm sur 180. Donc je clique là, et là j'ai mon rectangle. Vous pouvez voir que en fait, je suis comme un gamin, j'ai créé un dessin, donc j'ai juste dessiné un rectangle, et vous pouvez voir qu'actuellement le rectangle il est aussi plat que la Terre, et c'est un problème. Donc nous, ce qu'on veut, on veut créer une boîte en 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur un truc qui s'appelle extruder. Alors extruder, ça veut simplement dire donner de la profondeur à notre dessin. Donc ici, je clique sur extruder, et je vais lui donner une hauteur de 80, parce que ça me paraît pas mal.
OK, je clique sur OK et vous voyez qu'en 2 secondes, déjà, j'ai créé ma boîte en 3D. Là, vous voyez qu'elle est, elle est un peu... c'est un peu petit, mais je changerai peut-être ça plus tard. Bon, évidemment, là, j'ai pas créé une boîte en 3D, j'ai créé genre une boîte pleine, hein, donc je pourrais pas mettre mon microcontrôleur dessus. Mais ce que je peux faire, je peux très bien créer un nouveau sketch, par exemple. Donc, je crée un nouveau sketch sur cette boîte en 3D. Et là, je vais encore une fois créer un rectangle. Mais ce rectangle-là, je vais le créer un peu plus petit. Genre un truc un peu comme ça. Donc là, j'ai créé un rectangle par-dessus notre boîte en 3D, et je vais l'extruder encore une fois, mais je vais l'extruder de manière inverse. Et qui dit extruder de manière inverse dit enlever de la profondeur. Donc je suis un petit peu allé comme un bourrin, donc c'est pas complètement l'idée. Allez, on va le faire bien. Tac, 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 tac. On va le faire comme ça, allez. Donc vous voyez, là vous avez votre belle boîte en 3D. Bon, elle n'est pas si belle que ça déjà parce qu'il n'y a pas un trou pour mettre le câble, mais si je voulais un trou pour mettre le câble, eh ben, je faisais un sketch ici, je faisais un petit rond, et puis je l'extrudais de manière inversée et ça faisait un trou. Donc là, les arêtes, elles sont un peu chum. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux les sélectionner. Peut-être pas ça. Ça, et je peux très bien cliquer sur modifier et faire un filet. Et donc, je peux faire ça comme ça, et hop, on aura des contours qui sont un peu plus jolis. Et vous pouvez voir à quel point c'est super simple de faire votre boîte. Alors évidemment, là, ma boîte, elle n'était pas complètement stylée parce qu'en hauteur, de ce côté-là, c'était un peu trop petit, donc je peux très bien retourner dans le temps. Au moment où j'ai créé mon sketch, je peux très bien éditer mon sketch et lui dire qu'en fait, je ne voulais pas 60, je voulais 80. Hop, je finis mon sketch, je retourne dans le temps, en sélectionnant correctement, et puis en fait vous pouvez très bien retourner dans le temps. Bon, j'arrive pas à cliquer, mais vous voyez que en fait vous pouvez retourner dans le temps, remodifier l'histoire, un peu comme un rebase, beaucoup plus stylé parce que c'est en 3D et c'est beaucoup plus cool. Et là en fait ce que vous faites, c'est que vous allez pouvoir cliquer ici sur Bodies, vous faites un clic droit, Save as STL, donc ça va vous générer ce truc-là dans un fichier qui va être utilisable par un slicer qui va vous permettre de l'imprimer en 3D. Ah oui, c'était déconnecté parce que j'ai enlevé mon capteur, c'est pas très grave. Donc c'est ce que j'ai fait. On va aller là. Tac, tac, tac. Et puis, donc j'ai acheté une imprimante 3D. Une imprimante 3D, ça coûte plus très cher de nos jours. Vous pouvez en avoir des très bien pour 200 €. Donc moi, j'avais acheté la mienne pour 270 € parce que je suis un peu fainéant. Du coup, j'en ai acheté une qui était déjà montée. Mais genre pour 270 €, vous achetez une imprimante 3D ou vous utilisez un service en ligne qui va vous permettre d'imprimer vos choses en 3D. Et donc, ça, c'est la boîte que j'avais faite au final. Donc, j'avais fait des petits carrés comme ça. J'avais fait ma boîte, j'avais fait un trou pour passer un câble, et puis j'avais fait le top de la cover, tout simplement. Ensuite, mon mesh 3D ressemblait à ça. Et puis après, je l'ai imprimé en 3D. Donc avec une imprimante 3D, là c'est un timelapse, ça va plus vite, mais ça m'a imprimé ma boîte. Voilà. Et ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait cette boîte qui est là. Et du coup, ma plaque qui était comme ça, maintenant je peux la mettre dedans. Et puis, donc j'ai mon truc comme ça. Je referme tout. Là, j'ai mis des trous pour la température. Je mets mon câble ici et je fous ça chez moi. Ça prend pas de place. Et puis voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que... Merci pour la seule personne qui a encore applaudi, c'est la même, c'est un gars sûr. Vous pouvez applaudir la personne qui a applaudi, s'il vous plaît. Donc on a quelques minutes. Ce que je veux vous dire par là, tout simplement, c'est qu'en fait, on a énormément de chance aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde où créer des objets à partir de rien, ça vous coûte quasiment rien. Il y a des dizaines d'années, ça coûtait des milliers d'euros de prototypage. Maintenant, vous achetez un microcontrôleur pour 3 $ ou peu importe, vous pouvez écrire du code dessus. Mais c'est pas tout, vous pouvez écrire du code pour connecter à des capteurs. Ensuite, vous pouvez créer votre propre PCB, vous pouvez créer votre propre modèle, vous pouvez créer votre caisse en 3D. En fait, vous passez de rien du tout à un prototype, à de la production,
et pour quelques euros seulement. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'on a vraiment de la chance de vivre dans un monde où créer un objet from scratch, c'est accessible à tous ici, et tout le monde peut le faire. C'est super simple. Vous avez vu, même créer une boîte en 3D, vous vous dites, si vous ne connaissez pas, putain, ça a l'air relou. En fait, c'est en 10 secondes, vous avez un truc, alors peut-être un truc chum, mais un truc, et ensuite, vous prenez un peu plus de temps pour peaufiner. Et puis, ça fonctionne bien et c'est cool. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur ce lien-là. Il n'y aura sûrement pas de temps pour les questions, mais je peux répondre. Déjà, je serai ici aujourd'hui, donc si vous pouvez me voir en off, je peux répondre à les questions. Et puis, vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes intéressé par tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ici, vous allez sur ce site-là, et vous pouvez voir tout ce que vous avez vu aujourd'hui de manière écrite, ce qui va vous permettre, si vous voulez faire exactement la même chose, c'est-à-dire votre PCB, machin, l'imprimer, de prendre de faire tout à votre rythme. Donc vous allez prendre votre temps, vous prenez un week-end et vous faites tout à votre propre rythme. Donc là, c'est comment faire votre PCB, mais là, c'est comment tu connectes ton microcontrôleur au cloud de Google. Si vous êtes parano et que vous n'aimez pas trop hoster vos data sur le cloud de Google, vous pouvez très bien avoir cet article-là qui va vous expliquer comment tout simplement envoyer des datas sur votre Raspberry Pi chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder ce site-là qui va vous permettre de refaire tout ce que vous avez vu ici chez vous à votre propre rythme. Alors aujourd'hui, c'était un peu pourri ce qu'on a fait, mais vous savez, on n'avait que 50 minutes pour faire les choses. Mais si en 50 minutes, on peut faire ça, vous savez, flasher, écrire le code, faire tout ce qu'on veut en temps réel, imaginez ce que vous pouvez faire si vous prenez votre propre temps, vous pouvez faire des trucs de ouf. Et bon courage pour vos projets. Je vous remercie beaucoup. Merci à la seule personne qui a applaudi tout à l'heure. C'était agréable, appréciable. Et bonne journée, bon DFS.